quelque chose, il est temps. Salut mes petits farfadets poilus et bienvenue dans ce nouveau mag rempli de nostalgie et de vintage. On va essayer de s'amuser un peu puisque je vous rappelle que cette émission n'est pas à prendre au premier degré, je le rappelle quand même au coincé du cul. Aujourd'hui on parle encore des X-Men dans l'intégrale Panini de 1982 avec un bouquin assez touffu, au contenu assez large comme la maison de Tony Stark. Il y a une piscine, elle est très grande, il y a un sous-sol, un premier étage, un dernier étage, c'est très grand. Ouais, 800 mètres carrés, voilà. Et on enchaînera avec un super-héros peu connu, mais tout aussi intéressant, à savoir le Chevalier de la Lune, plus connu par les aficionados par le nom de Moon Knight. Bref, que du bon en perspective, alors sans plus tarder, on envoie le bousin. Aujourd'hui mes petits farfadets, je vous présente avec nonchalance le 6ème volume des intégrales Panini consacrées aux X-Men qui regroupe les épisodes écrits par Chris Claremont allant du numéro 153 au numéro 164, ainsi que l'annual numéro 6 illustré par Bill Sienkiewicz. Nonchalance car cet album m'a déçu comme on pourrait être déçu par un Technival sans drogue. Non franchement j'ai l'impression d'avoir fait un voyage en Thaïlande tellement j'ai mal au cul. Le début de cette intégrale s'ouvre avec un épisode léger tiré des Uncanny X-Men 153 où l'on voit Kitty Pryde raconter un conte de fées à la sœur de Colossus. Nous avons pu lire cette histoire sympa dans le Spécial Strange 41 d'août 1985. Cet épisode marque vraiment une césure afin de commencer un nouveau cycle. Nous retrouvons également les Shi'ar et les Corsaires de l'espace dont le chef ne sait toujours pas qu'il est le père de Trouduc, pardon, je voulais dire de Cyclope. Bien, alors ajoutons un élément à charge supplémentaire à la félonie et aux multiples trahisons de ce cher Cyclope que tout le monde trouve gentil, alors que c'est un bâtard fini. En effet, dans l'épisode 154, il sacrifie littéralement la vie de Tornade en l'abandonnant toute seule face au Sidris. Bâtard! Sacrifier une X-Woman, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ah bah oui, il recommence, cette espèce de bâtard là. Il sacrifie encore un X-Man. Lorsque le Corsaire lui fait remarquer que c'est un meurtre que de laisser Tornade toute seule, Cyclope n'a d'autre argument que la violence. Voilà l'argumentation du charismatique Cyclope. Voilà à quoi est résumé ce personnage. Alors ne venez plus jamais me dire que ce type est respectable et plein de noblesse. Je m'appelle Cyclope et j'adore l'ignominie, et je sacrifie la vie de mes amis. Je suis un bâtard rempli de félonie, et je m'en bats vraiment les couilles de vos avis. Moi je mets les bouts quand ça devient dur, plus j'évite les coups, et moins la vie est dure. Je m'appelle Cyclope et je suis une infamie, et je dois vraiment trahir tous mes amis. En France, cette épopée spatiale débute dans le Spécial Strange 42 de décembre 1985. Porté par l'enthousiasme soulevé les années précédentes par les aventures des X-Men dans l'espace, Claremont, qui est un passionné de SF, envoie l'équipe à la rencontre des Shi'ar dirigés par Lilandra. Cette épopée galactique permet à la série de développer un univers plus grand. C'est ainsi que naît une nouvelle équipe de X-Men avec des jeunes recrues de Charles Xavier, ce dernier croyant que ses protégés sont morts là-haut dans l'espace et qu'il faut une nouvelle équipe pour prendre la relève. À l'instar de Jean-Claude Brialy, qui aimait élargir le cercle de ses amis, Xavier élargit le cercle de ses mutants. Les épisodes des Nouveaux Mutants ont été diffusés à partir du Titan 59 chez Lug. Mais n'oublions pas que les Nouveaux Mutants feront d'abord leur première apparition dans un graphic novel de Chris Claremont et dessiné par Bob McLeod, également sorti en France dans la collection Top BD en juin 1984, dont j'ai déjà fait une vidéo. Et bien voilà, mais c'est très bien. C'est aussi en 1982 que paraît la mini-série Wolverine consacrée à ce bon vieux griffu de Logan, signé Claremont et Miller, dont là aussi j'ai encore fait une vidéo. Tu m'envoies tout extatique. Donc vous voyez, un univers qui s'élargit. Y'a de quoi s'y perdre. Dans le numéro 156, que les Français ont pu lire en mars 1986, dans le Spécial Strange 43, Claremont réintroduit Deathbird, la sœur de Lilandra, impératrice Shi'ar de cette épopée galactique des X-Men. Personnage sorti de la série Miss Marvel, dont il a été le scénariste. Vous pouvez trouver ces épisodes chez Haredi, comme je vous le montre là, de mes mains terriblement attirantes. C'est vraiment super. Dans l'épisode 158, vu en France dans le Spécial Strange 44 de mai 1986, on voit aussi les déboires de Carol Danvers, alias
Miss Marvel, la pauvre chérie a subi les assauts d'Immortus, qui s'est mis dans la tête de s'auto-reproduire dans un étrange et malsain épisode des Vengeurs, avant de perdre ses pouvoirs suite à l'attaque de Malicia dans l'annual des Vengeurs numéro 10 en 1981, que vous avez pu lire dans le Strange Spécial Origine 238 en octobre 1989 chez Lug. L'album Panini nous propose aussi 2 récits avec Dracula dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, avec l'épisode 159, jamais publié dans Spécial Strange, et l'annual numéro 6, massacré par Lug dans l'album Conflit Cosmique. Quand vous y allez... Dans l'Uncanny X-Men 160, Claremont démarre une intrigue autour de la petite Illyana, liée à un démon des limbes, Sim, et dans l'épisode 161, on assiste à une aventure où Charles Xavier et Magneto se retrouvent, et elle va jeter les bases d'une future saga qui verra l'apparition de Légion, le fils caché de Xavier. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Alors que retenir de ce nouvel album velu et compact? En dehors du fait qu'il me sert de cale pour une table basse dans mon salon, il faut dire qu'il est partagé par 2 duos d'artistes, d'abord Claremont et Cochran dans sa première partie, puis Claremont associé à un nouvel illustrateur à l'époque, Bill Sienkiewicz, qui, je dois le dire, ne m'a guère enthousiasmé. Entre l'histoire des X-Men contre Belasco et aussi contre Dracula, on ne peut que remarquer que les illustrations sont très moyennes et j'insiste, pas du tout à la hauteur d'une série comme les X-Men. La deuxième de couverture nous dit pourtant que ces épisodes illustrés par le maestro Sienkiewicz sont mythiques. Ouais, j'y vois plus un argument publicitaire qu'une réalité fondée. Personnellement, j'ai éprouvé plus de fun à mater l'intégrale de Derrick, c'est pour dire. Il est grave, lui. Après, les goûts, les couleurs, tout ça, hein, on va pas se répéter. Mais en fait... Par contre, les scénarios de Claremont sont tout à fait honnêtes, faut pas déconner non plus. Ah! Autre point négatif en faveur de cet ouvrage est sa jaquette, qui n'est absolument pas représentative des aventures qui s'y déroulent, puisque le Phénix Noir n'y fait qu'une courte apparition sous forme d'un flashback. Là, c'est poussé mémé aux orties quand même. Tu m'étonnes. Et puis que dire de la qualité d'impression assez moyenne avec des gros points de trame apparents, et je ne vous parle même pas de la colorisation. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Mais enfin, ça va pas! Bref, si vous voulez de la qualité, eh ben vous pouvez aller vous asseoir sur un petit cactus, mais roudoudou. C'est super drôle. En gros, si vous avez vos vieux Spécial Strange, contentez-vous d'eux, et il est inutile d'investir dans cet ouvrage moche. Eh bien voilà, mais c'est très bien. Et bien voilà un super-héros dont je n'ai encore jamais parlé, mes chers petits farfadets, puisque je vais évoquer Moon Knight, qu'en France nous appelons le Chevalier de la Lune. Bref, si tu veux en savoir un peu plus sur ces personnages, et si tu veux savoir si ton ex t'aime encore, regarde cette vidéo. En octobre 1983, Haredi publie pour la modique somme de 10 francs, soit 5 fois le prix du bac 2020, les premiers épisodes de Moonlight. Cet ouvrage que je vous montre là, et qui sent tellement le renfermé qu'on se croirait chez Anne Frank, Mais enfin, ça va pas! regroupe les épisodes 1 à 3 du Chevalier de la Lune, datant respectivement de novembre et décembre 1980 et de janvier 1981 pour le 3e. Vous avez vu, c'est précis. Hein. Scénarisé par Doug Munch et dessiné par Bill Sienkiewicz, nous avons sous les yeux le premier titre du Chevalier de la Lune. Pourtant, ce personnage n'en est pas à ses débuts. Créé par Doug Munch et Don Perlin, le héros fait véritablement sa première apparition dans Werewolf by Night numéro 32 en août 1975, et que les lecteurs français ont pu lire en 1979 chez Haredi dans le Dracula numéro 25 en noir et blanc. Il apparaît aussi dans le Marvel Spotlight numéro 28 en juin 1976, traduit chez Haredi en 1978 dans la revue Frankenstein numéro 9. Mais encore dans le Spectacular Spider-Man numéro 22 en septembre 1978, que les lecteurs français ont pu lire dans le Nova numéro 19 d'août 1979. De même, il est apparu dans le Marvel 2-in-1 numéro 52 en juin 1979, que les lecteurs français ont pu éventuellement lire dans le Spécial Strange 27 de mars 1982, aux côtés de la chose. Ah! Mais ce n'est pas tout de parler de sa carrière avant son propre titre, et vous pourrez apprécier le travail d'archiviste que j'ai mené, c'est pas du travail de branleur quand même, hein. Et tu veux une médaille pour ça, peut-être? Non, juste un pouce bleu. Bref, on le retrouve aussi dans Defender 47 de mai 1977, visiblement publié en 1981 chez Haredi, dans la série des Défenseurs Artima Color Marvel Superstar numéro 1, et aussi dans The Hulk numéro 14, en avril 1979, paru en 1980 en France, dans l'album numéro 6 des Hulk Artima Color Marvel Géant. Bon, en gros, vous l'avez compris, car vous n'êtes pas des cons, le Chevalier de la Lune a eu une longue carrière avant d'obtenir une publication à son nom. Haredi va donc publier la série Moon Knight dans 7 albums, 7, hein, le chiffre, on est d'accord, hein, en octobre 1983 et avril 1985, ce qui correspond au Moon Knight 1 à 17.
Dans ce premier album publié chez Aridi, on nous parle enfin de ses origines. Mark Spector est un mercenaire, laissé pour mort dans le désert, il gît, du verbe gésir, devant la statue du dieu égyptien Khonshu, je sais pas si ça se prononce comme ça mais j'en ai rien à branler, non, qui lui permet de se racheter. Sous les identités du millionnaire Steven Grant et du chauffeur de taxi Jake Loxley, Spector déclare la guerre au crime en devenant le chevalier de la lune. Je possède également le numéro 2 qui regroupe les épisodes 4 à 6 et j'aurais dû avoir le troisième album à Ready si l'enfoiré qui me l'avait promis ne s'était pas rétracté le jour de l'achat, en me faisant comprendre que je pourrais bien m'asseoir sur un cactus. Je ne vous cache pas ma déception, même si vous en avez cure, car je sais bien que vous êtes comme ça, c'est ce qui fait de vous de mauvais humains. Si on exclut le fait que Spector est roux, ce qui constitue déjà un défaut en soi, hein, car oui, c'est un défaut, on ne peut que noter la ressemblance de Moon Knight avec le justicier de Gotham City, puisqu'il agit principalement la nuit, incarne la peur chez les criminels, possède plein de gadgets et joue les milliardaires en civil. Contrairement à Nighthawk, qui est le pastiche revendiqué de Batman par Marvel, ou même le hibou inspiré de Watchmen, Moon Knight est le personnage qui a le mieux réussi à gagner en popularité, puis à développer un univers qui lui est propre, très éloigné de Batman au final. J'ai longtemps fui ce personnage qui ne m'inspirait pas, et la perspective qu'il soit dessiné par Bill Sienkiewicz me rebutait. Mais j'ai franchi le pas ces dernières semaines en investissant dans les 2 premiers albums Aridi, et je ne le regrette pas. J'ai pris du plaisir à lire ces aventures cocasses et relaxantes, presque autant que je peux éprouver du plaisir avec un extraterrestre de Roswell, c'est pour vous dire. Donc voilà, je vous conseille ces bouquins, ils sont très très bien, et puis ça nous change un petit peu des héros habituels qu'on a l'habitude de lire dans nos BD chéris. C'est reparti pour un nouveau jeu, avec tout d'abord la réponse à la question posée lors du dernier mag au sujet de Dazzler. Il fallait dire que c'était Bo Derek qui avait servi de modèle à John Romita Jr., mais qu'au départ, le premier modèle choisi aurait dû être Grace Jones. La question d'aujourd'hui est beaucoup plus simple puisqu'il s'agit d'une image. Regardez bien ce dessin de Jack Kirby et dites-moi quel est le gros problème de Hulk. Oh bah c'est facile aujourd'hui, hein. Réponse dans le prochain mag. Cette émission est maintenant terminée, laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à lâcher un commentaire avec courtoisie, bien évidemment, hein, car je vous rappelle que cette émission n'est que du second degré, alors jouez pas vos grosses chouins, tu peux pas tester. Allez, à très bientôt mes roudoudous, et comme dirait Chris Hemsworth... Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Rauf Dafri.